Salut Pierre Arnaud, Bonjour Cédric. comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, merci. Ouais, je vais très bien et je suis très heureux d'être aujourd'hui avec toi. Je suis très content aussi. On avait dit qu'on le ferait, et ben on va le faire. On y est. Moi j'aime bien qu'on commence par ton grand message en fait. Savoir un petit peu pourquoi tu es venu sur le podcast, ce que tu veux porter comme message, et puis dans la vie en général en fait, ce qui te motive et qui Mhm. te fait avancer dans la vie. Ouais, alors ce qui me motive et le grand message surtout, c'est eh bien à faire passer dans ce podcast, c'est que je dirais que les managers et les dirigeants zèbres, donc on est bien dans le podcast des managers, en raison de leurs particularités sensorielles, émotionnelles et cognitives, eh bien ils peuvent apporter une grande valeur dans une entreprise. Donc pour ça, eh bien il est crucial de reconnaître aussi et de comprendre les traits de ces personnes pour optimiser leur potentiel. Donc je suis un petit peu là pour aujourd'hui pour échanger sur les personnes zèbres, comme on aime les appeler en France. Ces personnes peuvent être repérées par des caractéristiques telles que leur hypersensibilité, leur curiosité et leur créativité. Donc Ok. tout ça, ça demande aussi en entreprise. Et pourquoi je suis là aussi aujourd'hui, c'est que dans mon parcours professionnel, j'ai pas toujours eu en face de moi des gens qui étaient formés ou des managers qui avaient connaissance de certaines spécificités, parce que ça demande et ça nécessite un style particulier dans le management pour appréhender ces personnes. Ça demande aussi beaucoup de confiance, la reconnaissance des compétences. Ça demande aussi de mettre en place de la stimulation intellectuelle et un management qui va être à l'horizontale pour favoriser l'autonomie. Donc, ça demande vraiment une vraie connaissance et une adaptation de son approche pour un manager. Ça va permettre non seulement de résoudre des problèmes potentiels au travail, mais aussi d'aller libérer le plein potentiel des individus zèbres ou des collaborateurs zèbres qu'on pourrait avoir dans son équipe pour le bénéfice, tout ça, et bien sûr, de l'équipe et de l'entreprise. Donc, le Ok, grand message, je super, dirais que, super programme. ouais, le grand message, c'est que la diversité des talents, y compris ceux des zèbres, c'est une richesse à valoriser pour le succès organisationnel et aussi la performance, vraiment. Donc, c'est d'avoir une connaissance et un comportement à adopter en entreprise pour manager les zèbres et puis bien, les autres personnes, bien entendu. Ok, super. Alors, moi, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de connaître ton parcours, en fait, savoir un petit peu d'où tu viens et qui tu es, puis peut-être ce qui t'a poussé à t'orienter dans cette voie, même si on se doute un peu que il y a peut-être Mhm. quelque part, t'as envie d'aider des gens peut-être qui ont les mêmes caractéristiques que toi, j'imagine. Mhm. Mais si tu peux nous dire un petit peu, ouais, ce que tu fais, d'où tu viens, et puis vers quoi tu vas. Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai 44 ans. Je vais me présenter d'abord comme ça, où je suis papa de 2 enfants et beau papa de 3 autres, parce que ça aussi, c'est du management. Super. Voilà, je suis atypique, hypersensible, passionné par la vie. Aujourd'hui, eh bien, je suis entrepreneur, coach consultant professionnel. Ça va faire maintenant 4 ans. Et j'ai auparavant été manager dans des fonctions à enjeu pendant 18 ans. Dès l'âge de 25 ans, j'étais à la direction d'une PME. Et puis bien aujourd'hui, j'ai fondé donc également un organisme de formation et un centre de bilan de compétences qui est certifié Calliope. Mhm. Euh, je me suis toujours demandé pourquoi je me sentais différent, pourquoi je réfléchissais beaucoup, pourquoi j'étais plus à l'aise aussi avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Tout ça, c'était même à l'adolescence quand on remonte dans le parcours. Et pourquoi aussi Mhm. j'étais en évolution et changement constant. Mhm. Euh,
après, on a tous notre personnalité, mais la mienne, en tout cas, on me décrit comme d'une grande sagesse, assez compétiteur, résilient, avec de l'autonomie, une grande écoute et de l'empathie, mais aussi avec un côté un peu solitaire et cachant ses émotions. Ça doit être mes propres mécanismes d'autodéfense à moi. Et puis, il y a 4 ans, j'ai fait le choix dans ma vie perso et pro. J'ai fait des choix, il y a eu un double déclic. Et je me suis alors posé la question, qui je souhaite être maintenant? Qu'est-ce que je souhaite faire dans ma vie? Et en fait, pourquoi tout ça? Et quelle est un peu une remise en question existentielle, je dirais. Et puis de là, on a découlé la naissance de Puissance Z, mon entreprise, qui a été fondée en mars 2021. Parce que cette entreprise, elle résume aujourd'hui bien qui je suis. J'ai osé être moi aussi au travers de cette entreprise, mon énergie, ma puissance, mais aussi et surtout les profils des personnes que moi ou mon équipe, on peut être amené à accompagner. Des individus qui sont trop sensibles, trop empathiques, trop émotifs, trop anxieux, trop exigeants, trop intenses. Il y a toujours trop. Mais ça, c'est ce qu'on peut penser, mais on n'est pas trop, ou ils ne sont pas trop. Parce que dans tout ça, ce sont des personnes qui peuvent être dotées d'une intelligence cognitive et ou émotionnelle, on peut dire hors norme. Des personnes qui peuvent être différents aussi dans leur façon de penser, de réfléchir, de comprendre aussi leur environnement, d'appréhender des situations ou de ressentir aussi leur entourage. J'aime à dire que c'est comme si ces personnes, elles avaient des capteurs au bout des doigts et que ces capteurs, ils sont vraiment très adaptés et avec une sensibilité supérieure un peu à la moyenne. Donc, bien que ce soit moi ou les membres de mon équipe, on parle le même langage, mais aussi tous les autres langages et on est capable, bien sûr, d'accompagner tous les profils aujourd'hui, sauf qu'on a cette petite spécificité ou ce petit plus. Alors, une question que je me pose, parce que avant de décider d'être entrepreneur, donc tu as commencé ta carrière à peu près à 25 ans, c'est ce que tu dis? Alors, moi, j'ai commencé à 20 ans, mais c'est à 25 ans où j'ai pris des fonctions de manager et de dirigeant d'entreprise. Mais sinon, j'ai commencé à 20 ans. Donc tu as eu quasiment 20 ans de carrière avant d'avoir ce déclic et avant de décider de créer ta boîte. Oui. Est-ce que ça correspond aussi à la prise de conscience que tu étais différent, c'est-à-dire que tu étais ce qu'on appelle un zèbre? Oui. J'ai toujours pas bien compris pourquoi on appelait les hypersensibles ou les hauts potentiels des zèbres. Ça, je fais pas bien la distinction. Moi, je connais pas bien tout à fait les définitions. Par contre, j'en ai côtoyé pas mal et d'assez proches aussi. Mais en fait, ça a été une prise de conscience que tu étais différent et qui t'a fait dire, en fait, je pourrais jamais m'épanouir dans le salariat, ou est-ce qu'il y a eu autre chose? C'est-à-dire, en fait, derrière, j'ai deux questions. La première, c'est, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as pris conscience de pourquoi tu avais des difficultés? Première question. Et deuxième question, est-ce que tu aurais pu quand même t'épanouir dans le salariat, ou est-ce que tu t'es quand même épanoui aussi dans le salariat? Ou est-ce qu'il fallait de toute façon que tu crées ton environnement, ton milieu pour que ça se passe mieux? Non, là, mon parcours au départ, j'ai jamais eu pris conscience avant, je dirais, le déclic que j'ai eu à l'âge de 40 ans. C'est pas le fameux déclic de la quarantaine, mais pour certains, ça peut s'apparenter à ça, mais c'est pas ça. En fait, ça arrivait au travers de mes enfants et une prise de conscience que mes enfants avaient à l'école. Ça arrivait par là, en fait. Ça arrivait par les enfants où il y a eu une prise de conscience et il a fallu dérouler un peu la pelote. Et après, au fur et à mesure de lecture, de recul aussi sur soi, pourquoi j'étais dans des cycles courts en entreprise, pourquoi je grimpais les échelons où tous les 2-3 ans, j'avais fait le tour des postes et les postes ne me correspondaient plus. Pourtant, c'était des postes de directeur de filiale, de directeur marketing à l'international, et l'impression d'avoir très vite balayé
je dirais, la fonction et de manquer de quelque chose. Donc ça, j'avais pas conscience que je dirais que c'était une des caractéristiques d'un zèbre avant de lire des choses et de me documenter et de m'intéresser en fait à ça au travers de ce que mes enfants pouvaient vivre en fait eux dès très jeunes. Okay. Donc ça c'est ensuite ta deuxième question. Je pense vraiment qu'on peut s'épanouir aussi en étant en entreprise parce qu'aujourd'hui la diversité est il y a, je dirais, comme à l'école, à notre époque, je suis pas vieux, mais quand même, on ne détectait pas où il n'y avait pas ces aménagements à l'école, où la scolarité, on pouvait être un élève moyen et quand même avoir des caractéristiques, mais on n'était pas repéré où, tandis qu'aujourd'hui, il y a l'éducation fait qu'il y a quand même une détection, il y a quand même beaucoup de choses qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a une sensibilité, je pense aussi dans les entreprises à des managers. Il y a une sensibilité des entreprises à accompagner aussi, pour certaines, les gens qui ont ces caractéristiques. Donc, je pense qu'on peut être épanoui, mais par contre, il y a certaines choses pour être épanoui dans les entreprises. Et il faut pas se retrouver trop quand on a cette personnalité. Faut qu'on laisse le potentiel s'exprimer. Il faut pas trop nous mettre dans un cadre. Il faut donc, je dirais que pour moi aujourd'hui, si demain je devais retourner en entreprise, je pense que je peux apporter énormément dans une entreprise au travers de mon parcours, au travers de toutes mes compétences. Par contre, je peux aussi faire très peur parce que j'ai une palette aujourd'hui et un ensemble de couleurs, de savoirs et de compétences qui peuvent faire peur. Donc, mais en même temps, ça peut être un atout énorme dans énormément je dirais, de sujets ou de thématiques pour une entreprise. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, un ZEB peut s'épanouir vraiment dans une entreprise. Par contre, il faut qu'il soit appréhendé de la bonne manière. Et pour ça aussi, ça demande une certaine formation des managers ou des dirigeants ou une écoute particulière des dirigeants par rapport, je dirais, à cette personnalité ou à ce profil de personne. Est-ce que je réponds bien à ta question? Oui, parfaitement. Ouais. Je te remercie. Okay. Et justement, ça nous intéresse aussi de connaître un petit peu ta vision du management. C'est-à-dire, vu de ta position, pour toi, c'est quoi un management qui fonctionne bien? Après, on rentrera plus dans les difficultés potentielles pour un manager ou un dirigeant, etc. Mais déjà, ta vision globale du management, est-ce que tu t'es fait une définition à force de côtoyer toutes les entreprises dans lesquelles tu es passé? Tu as vu des exemples et des contre-exemples? Oui. Même moi, j'ai managé ou j'ai été managé aussi dans des grands groupes. Je dirais que pour moi, le management, il doit être au service des hommes. Le management, il doit aider les équipes et l'entreprise vraiment à performer ou à être dans de la performance. Un manager, il doit aussi savoir impérativement, je dirais, ce qui se passe dans son équipe. Car si on ne sait pas ce qui se passe, eh bien, on n'est pas en mesure de... Je dirais qu'un manager, c'est un peu aussi comme un coach. Donc, il n'est pas en mesure de coacher ou de, je vais dire, d'être un leader de son équipe de façon vraiment efficiente. Un manager, pour moi, c'est un petit peu aussi le calme dans la tempête. C'est le point de référence. C'est quand tout vacille, quand les tableaux de bord, parce que on est pas mal dans des tableaux de bord aujourd'hui. Il y a des tableaux de bord, mais il y a aussi l'humain et le rôle du manager, il doit avoir ce côté humain et il doit ressentir et palper ses équipes. Donc pour moi, voilà, la vision du management, même si on est à l'ère de l'IA aujourd'hui, l'IA peut aussi remplacer, pourquoi pas, un manager demain, mais je pense que on n'en est pas là parce que le manager, il a ce côté humain, il a ce côté de gestion humaine des émotions qu'il va ressentir au contact du terrain et de ses équipes, et c'est ça qui va lui permettre derrière de
d'obtenir des résultats ou de la performance. Ok, super. Okay. Je suis d'accord avec ça et ça peut d'ailleurs un petit peu aller à l'encontre d'une vision ancienne du manager qui était plutôt un management sans émotion ou qui fonctionnait en mettant de la pression. Et ce que je dis souvent, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne pression, la mauvaise pression. La pression qui vient du manager, c'est-à-dire qu'on crée volontairement en interne dans l'entreprise pour faire avancer les choses, c'est rarement une bonne pression. Par contre, la pression qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire le signal du marché, ça c'est une bonne pression. Encore faut-il savoir la gérer, mais il y a quand même... Et je pense que le manager, il a un petit rôle de filtre à ce niveau-là. Et effectivement, quand ça part dans tous les sens, c'est quand même pas mal d'avoir l'impression qu'on a un manager qui a toujours confiance et qui reste, ce que tu dis, calme dans la tempête, quoi. C'est clair. Oui. Et qui est un point de référence pour ses équipes et que la porte du bureau soit ouverte aussi et de temps en temps fermée parce qu'il faut savoir aussi poser le cadre, mais que la porte du bureau soit ouverte et à l'écoute pour adapter toujours les stratégies ou adapter le côté opérationnel tout de suite, quoi, d'être parce qu'on est dans l'hyper-réactivité aujourd'hui et un manager doit l'être aussi dans l'hyper-connexion. Toi, tu as eu donc une vie en entreprise assez variée et tu as occupé des postes de manager et dirigeant. C'est quoi le genre de difficultés auxquelles tu as été confronté, je dirais, étant donné ton profil, c'est-à-dire les difficultés que toi, tu as pu rencontrer parce que tu avais ce profil particulier. Est-ce que tu as peut-être nous dire un petit peu tu sais, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont se reconnaître dans certaines choses, dans certaines anecdotes, peut-être dans certains mots que tu vas dire, mais pour qu'on se rende un peu mieux compte aussi, quand on l'est pas aussi, ce que c'est qu'être un zèbre. Qu'est-ce que ça peut générer comme difficulté en fait, très concrètement, quand on est zèbre, avec cette capacité à diriger, c'est-à-dire l'outil intellectuel qui fonctionne très très bien, mais aussi des caractéristiques qui font que peut-être dans certains domaines, on a peut-être besoin de comprendre ce qui nous arrive, quoi. Oui. Alors c'est peut-être vrai pour toutes les personnes, mais en tout cas plus particulièrement pour moi, et je l'ai vécu dans la dernière expérience que j'ai eue dans un groupe à l'international où pour moi, eh bien, ma difficulté principale, c'était les conflits et la gestion de conflits. Parce que quand on a une sensibilité qui est bien présente et un peu supérieure à la moyenne, je dirais, c'est à la fois une force, mais aussi une vulnérabilité. Parce que d'une part, ça peut permettre une compréhension un peu plus fine des émotions et des nuances aussi interpersonnelles. Ça va favoriser ainsi une communication empathique, mais d'autre part aussi, ça peut rendre, et moi ça me rendait aussi plus réactif aux tensions et aux conflits. Et du coup, on est touché ou affecté plus profondément sur le plan émotionnel. Donc, eh bien, ça fait quoi? Ça fait la gorge qui se serre quand on doit dire des choses qui sont recadrantes, nécessaires, ou quand une personne débarque dans le bureau en colère, eh bien là, il faut aller sortir aussi un peu de sa chaise et il faut avoir la capacité tout de suite à faire taire ses émotions ou avoir une bonne maîtrise et une bonne gestion de ses émotions. Parce que on peut être à la fois et aussi dans de la surréactivité émotionnelle, parce qu'on peut être aussi plus susceptible de réagir émotionnellement au conflit. Et ça peut aussi, par moments, compliquer la recherche de solutions. Donc, soit on va être très direct et on va y aller et ça va pas plaire, ou soit alors on va avoir un temps de retrait et de recul et ça aussi, c'est pas bon. Donc, voilà, c'est une certaine difficulté à séparer l'émotionnel aussi du pro. Ouais. En fait, des fois, il y a une frontière entre les émotions personnelles et les enjeux professionnels. Et là, ça peut être des fois un petit peu flou.
ce qui rend parfois aussi difficile la prise de décision objective quand on est dans le conflit direct. Donc, c'est-à-dire que, aussi, c'est-à-dire que là, peut-être là, tu peux être tenté de vouloir sortir du conflit et donc de faire quelque chose qui va résoudre le conflit, mais en fait pas résoudre. C'est-à-dire tu vas être focus sur il faut qu'il se calme, il faut que notre relation redevienne bonne, alors qu'en fait il faudrait être focus sur non là faut prendre une décision pour l'entreprise. C'est ça. Ouais. Et c'est là le juste. Alors, une fois qu'on l'a vécu, après, l'expérience fait qu'on arrive à analyser ça, etc. Mais par contre, c'est pour ça que je partage ça maintenant, parce que ça peut-être certaines personnes peuvent se retrouver dans ça, et aussi une certaine sensibilité aux critiques quand on est manager et que on vient critiquer quelque chose qu'on a mis en place ou qu'on pense juste et bon pour l'équipe ou pour la bonne marche de l'entreprise. Ça, les commentaires négatifs ou les critiques, on peut aussi les prendre de manière un peu plus intense. Donc aussi, des fois, ça peut rendre difficile la réception constructive de retour quand on est dans le conflit vraiment. Après, moi, je n'avais pas trop de difficultés pour imposer des limites. Mais par contre, l'empathie aussi, à prendre en compte le besoin des autres, ça peut parfois conduire à une difficulté à établir et à maintenir des limites perso, ce qui peut aussi entraîner des conflits. Après, c'est toujours aussi cette tendance à absorber quand on est dans le conflit les émotions des autres. Donc, on est comme une éponge. Et là, les émotions, quelqu'un qui va être en colère, on peut le prendre aussi, et du coup, on peut retourner la colère. Donc tout ça, ça peut rendre la gestion des conflits, c'est plus émotionnellement exigeant en fait. Donc ça prend une énergie assez importante quand on est dedans et quand on est manager avec ces caractéristiques. Du coup, il faut être en capacité aussi de renouveler quand on sort d'un conflit, d'aller renouveler son énergie, d'aller se recharger ou d'aller évacuer aussi ce qu'on vient de vivre dans le bureau après chacun a ses activités. Moi c'était le sport, derrière j'avais besoin d'aller me défouler pour aller évacuer ça et revenir un petit peu au calme. Donc aussi on peut peut-être par moment alors qu'on va vite, on peut avoir des temps où les prises de décision elles sont un petit peu plus difficiles quand on est dans le conflit parce qu'on va être enclin à peser trop longuement les implications émotionnelles de chaque décision. Et du coup, ça peut nous retarder à la résolution du conflit en lui-même. Parce qu'on va vouloir, dans l'empathie, préserver l'autre. On va réfléchir à toutes les situations ou les choses pour pas... donc, du coup, la décision, des fois, on peut tarder un petit peu à la prendre. Donc là, je pense que je viens de te dresser, par rapport au conflit, pas mal de petits points de ce que j'ai vécu aussi, mais ça, pareil, c'est de la conscientisation et quand on est dedans, on s'en rend pas bien compte. Donc c'est pour ça que j'ouvre en donnant ces éléments aux auditeurs, parce que certains vont pouvoir aussi probablement se reconnaître dans ce que je dis. En fait, dans ce que tu dis, on a l'impression d'un envahissement en fait, En fait, ton espace mental est occupé par la perception que tu as des tensions, de tous les éléments qui vont te mettre en stress. J'ai l'impression que j'entends ça. Et du coup, ça doit être à la fois dur de donner un feedback à ton collaborateur parce que ça peut être perçu comme blessant ou si tu n'as pas les bons outils pour le faire, etc. La bonne communication. Ouais. Et aussi de recevoir la communication de la bonne manière, parce que quelque part, les critiques, c'est une source d'amélioration. Bon, ça, c'est ce qu'on dit quand on est au calme et tous les deux, là, en face de l'autre, en train de se dire, ouais, les critiques, c'est quand même bien, c'est ça qui nous fait progresser. Après, quand t'as un type qui débarque dans ton bureau en hurlant que ton truc est nul, etc., t'as juste pas l'impression que c'est pas ça qui va te permettre d'avancer quand même, en général. Exactement. Ou alors que il met en cause son collègue parce qu'il y a eu telle ou telle chose et que là il faut recadrer, faire venir les deux personnes dans le bureau
que ça parte pas en pugilat. Ça, c'est des situations vécues et que en tant que manager, on a à gérer. Donc, c'est vrai que quand on a ces émotions-là, il faut. Alors, je dis que c'est important vraiment d'oser être soi, mais il faut pour ça avoir une pleine conscience de qui on est réellement en fait, pour oser assumer et de pas avoir un masque et de pas mettre le masque non plus quand on est dans ces moments-là. Donc, et véritablement ensuite de l'utiliser comme une force, parce que cette empathie, c'est une véritable force aussi pour aller résoudre le conflit. Parce qu'on arrive à cerner, à comprendre et à percevoir des choses qui sont de l'ordre de l'invisible pour certains. Ça s'explique pas, mais on a ces capteurs où on arrive à percevoir des choses qui permettent tout de suite aussi d'aller résoudre le conflit, mais avec des émotions qui peuvent être des fois un peu trop. Donc chacun après développe ses propres techniques. Ça se fait, je dirais, de manière pratiquement naturelle, où on a des mécanismes chacun d'autodéfense qu'on développe. Et après, bien, en revivant ou en s'informant, en apprenant aussi et par l'expérience, on découvre tout ça. Puis en échangeant avec d'autres aussi, parce que moi, ce qui m'a le plus aussi apporté, et depuis que j'accompagne aussi, c'est le partage d'expérience et de parler le même langage que les autres et de se rendre compte que on n'est pas seul non plus et que le vécu des autres, on se voit comme un effet miroir. Ouais. Il y a aussi un avantage aussi à être comme ça, à être hypersensible à l'environnement. C'est ce que tu disais en disant peut-être ça permet de prévenir les choses parce que tu les ressens avant les autres. Le conflit, tu le sens arriver peut-être avant qu'il ait vraiment explosé. Tu as des signaux faibles, peut-être tu captes mieux les signaux faibles qu'une autre personne. Et ça, c'est un gros avantage. En management, c'est un énorme avantage de se rendre compte si tu perçois chez un collaborateur un changement que d'autres ne percevront pas, tu as quand même l'avantage de te dire, tiens, là, il se passe un truc, qu'est-ce que je peux faire pour agir avant qu'il soit trop tard et que justement, je sois en stress parce que le conflit a déjà explosé. Ouais, ça se passait tous les matins dès la poignée de main ou dès le bonjour. En arrivant à l'entreprise, on le ressent, on voit tout de suite en fait si un tel ça va ou il y a quelque chose qui est un peu, enfin, en tout cas pour ma part, je le perçois effectivement tout de suite et c'est immédiat en fait. Voilà, donc c'est cette connexion effectivement, elle permet aussi d'aller détecter en amont ou de voir s'il y a des gens qui sont dans un certain mal-être ou des gens où une crise peut-être qui peut émerger. Tu as totalement raison, oui. Mais par contre, une difficulté à en faire abstraction. C'est-à-dire que peut-être qu'un autre, il n'a pas l'air d'aller bien, mais en gros, je m'en fous, j'ai autre chose à faire, etc. Ça peut être une force aussi de pas trop être dans l'empathie tout le temps. Enfin, je sais pas. Après, en fait, ce qu'il faut, c'est d'aller mettre une véritable posture de leader à adopter. C'est-à-dire la posture de leader, c'est de savoir établir des limites, de savoir aussi gérer son stress correctement. Alors, juste pour comprendre, établir des limites, qu'est-ce que tu entends par là? C'est mettre de la distance, en fait, par rapport aux personnes, de comprendre que toi, tu es dans une posture et l'autre dans une autre. C'est ça, ou pour pas se laisser envahir, peut-être? Ouais, c'est pas se laisser envahir, mais aussi donner, de savoir reposer le cadre quand il le faut également, quoi. Voilà, de reposer les choses. Et là, d'incarner vraiment aussi une posture de leadership où, effectivement, il y a des limites, il y a un cadre, et on recadre les personnes pour pas non plus se laisser trop envahir et se laisser, je dirais pénétrer sa zone à soi et son propre aussi, son propre périmètre. Après, donc la gestion du stress, les compétences en communication. Le développement de la conscience de soi, ça aussi, ça me paraît vraiment quelque chose de prioritaire. Tout ce qui va être la pratique de la résilience émotionnelle. Et aussi, on peut aller développer aussi ses compétences en résolution de conflits, parce que ça aussi, ça s'apprend. Et je pense que tu as dû déjà ici en parler dans le podcast. Tout ce qui va être de la négociation, la médiation,
la recherche de compromis, tout ça. Après, il y a des techniques et ça s'apprend, c'est comme tout. Et puis aussi, surtout, c'est favoriser l'environnement de travail sain dans l'entreprise, dans ses équipes et le bien-être des collaborateurs. Et à partir de ce moment-là, ça, c'est, je dirais, un ensemble de postures à avoir pour aller limiter aussi les conflits en entreprise, essayer de pas trop s'exposer. En fait, quand tu parles de ces compétences, que ce soit en termes de communication, de résolution de conflits, etc., c'est en fait avoir une espèce de panoplie de filtres, entre guillemets, pour savoir comment prendre du recul par rapport à une situation, s'en extraire, la regarder de l'extérieur, et par exemple, dans le cadre d'un conflit, de se dire, non, en fait, le conflit, c'est pas je dois être supérieur à l'autre ou je dois battre l'autre, c'est que tous les deux ensemble, on doit résoudre le problème qui est le conflit. Donc en fait, on est du même bord finalement. Nous, ce qui nous intéresse, la personne avec qui je suis en conflit, moi, c'est que le conflit soit résolu. En général, se dire ce genre de trucs, c'est un tas de postures comme ça, c'est pas la seule, mais qui permettent de se raccrocher à une espèce de filtre ou d'outils qui vont nous permettre de pas être dans le stress et dans l'affolement sur ce qui est en train de se passer et qui nous échappe en fait. C'est ça. Et en plus, je rajouterais sur ton filtre, en fait, c'est différentes tailles de filtres, c'est-à-dire des petits filtres ou des gros filtres, pour pas être non plus trop impacté et d'avoir la bonne dimension de filtre en fonction de la situation en question, quoi. Donc voilà, d'avoir une taille de filtre à adopter et à avoir en fonction de la situation et ce qu'elle nécessite. Donc ça aussi, ça prend au fur et à mesure des expériences et ça vient pas comme ça. Non, c'est sûr. Mais ça s'apprend, quoi. Ok, donc je suis sûr qu'à ce stade, il y a certains d'entre vous qui vous êtes reconnus ou qui avez reconnu des gens dans votre entourage, probablement. Est-ce que, Pierre Arnaud, on peut être un peu plus spécifique? C'est-à-dire que, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des indices pour permettre à l'auditeur de se reconnaître s'il est concerné? C'est-à-dire que s'il est du profil zèbre. Ok. Oui, alors je vais essayer de te faire ça au mieux pour donner ces indices et permettre aux auditeurs. Je dirais que normalement, depuis des années, vous devez sentir une certaine différence au fond de vous parce que depuis l'enfance, normalement, vous devez... peut-être que vous étiez enfant très créatif, peut-être que vous aviez une certaine solitude. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que ça, depuis votre enfance, il y a des éléments. Et ensuite, vous êtes un petit peu outside the box. Vous êtes d'une certaine manière un peu en décalage par rapport aux autres. Vous avez aussi une forte sensibilité sensorielle à l'environnement. Votre empathie et votre hypersensibilité émotionnelle et votre compréhension intuitive des choses, eh bien ça crée une discordance aussi avec les autres. Pourtant, vous pouvez aussi avoir un certain doute permanent de ne pas être à la hauteur de celle des autres, et vous essayez aussi étrangement de toujours faire mieux. En fait, pour vous, c'est jamais assez. Vous pouvez être aussi incompris. Et de ce fait, eh bien, vous pouvez être souvent victime de fameux syndrome de l'imposteur. Et tout ceci, eh bien, ça peut aller créer un hiatus avec vos idées visionnaires et rendre aussi l'expression de votre leadership assez difficile. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment les points pour vous aider à vous reconnaître. Il y en a encore beaucoup d'autres, D'accord. Mais ça, je dirais que ce sont les points principaux. Ouais. Je pense qu'on a tous peut-être eu des gens dans notre environnement qui répondaient à ces critères-là. Et donc ça, c'est si vous avez ressenti ça. Ensuite, dans notre équipe, on peut aussi se dire, tiens, c'est marrant. Janine, elle répond un peu à certaines choses. Donc, si tu devais justement donner un filtre, si je voulais analyser mon équipe et me dire, tiens, je vais essayer de repérer dans mon équipe si j'ai un ou plusieurs zèbres, comment je devrais procéder?
Quel Eh petit bien, test, entre guillemets, d'observation je devrais faire? ben ça, je dirais que moi, j'ai moi-même été dans une équipe où ben, on m'a pas vu comme ça, où on m'a pas détecté comme ça. Et du coup, j'ai été considéré Ok. un peu comme un extraterrestre où ben, ça ne l'a pas fait en fait. Et mon manager à l'époque ne comprenait pas ou ne comprenait pas. Donc ça, je peux facilement dire aujourd'hui comment, parce que moi aussi aujourd'hui dans les équipes ensuite que j'ai encadrées, j'ai pu aller les repérer Hmm. facilement. Donc je vais essayer d'être donc parce que ça peut être complexe parce que bah, le zèbre, il présente une nature un peu de caméléon. Il sait se conformer aux attentes parce il va percevoir même la sous-question dans une interrogation. Donc en règle générale, donc c'est des Ouais. individus, comme je l'ai déjà un peu décrit, qui vont être hypersensibles, observateurs, qui vont être dotés aussi d'une vision éclairée, c'est-à-dire qu'il va y avoir une vision à 360 sur les choses. Ils vont anticiper aussi les opportunités, les problèmes, les stratégies, les orientations, etc. Tout ça en captant et prévoyant tout avant les autres. Donc par moment, eh bien, Ok. vous allez être encore au démarrage de votre pensée, mais le zèbre, lui, va déjà être à la solution, mais ça allait trop vite en fait. Ça allait trop vite pour vous, ou alors vous comprenez pas. Il y a un tel décalage, c'est que lui, il a déjà les solutions, il a déjà l'ensemble des informations, il sait déjà les coups d'après. Je dirais peut avoir un coup d'avance, et du coup, quand on est manager, eh bien, ça peut être aussi déstabilisant Hmm. d'être face à des personnes comme ça. Ensuite, une autre caractéristique des zèbres, c'est que c'est une grande curiosité, une soif d'apprendre, une soif de toujours être nourri, toujours de la lecture des podcasts, des documentaires. Il y a jamais, enfin, c'est de l'hyper. Euh, donc, euh, euh, donc, il va aussi aller poser de nombreuses questions pour avoir une clarté maximale. Il va aller apprécier aussi les échanges avec des personnes qui sont plus expérimentées dans Hmm. divers domaines parce que tout ça, ça va aller le nourrir. Parce que aussi, la mémoire, elle permet de retenir toutes les informations et d'emmagasiner un ensemble d'informations assez incroyable. Donc, Hmm. tout ça parce que bah, il y a aussi un fonctionnement, c'est comme ça, qui est neurologique différent. Et ça peut créer un décalage aussi dans la gestion affective et engendrer un sentiment aussi de décalage avec bah, les collègues autour. Donc, Hmm. en milieu professionnel, un zèbre, ça se décrit aussi comme étant, des fois, on peut être trop impatient, trop émotif, ou inversement aussi, on peut être peu empathique, parce que euh, ça peut provenir d'un supérieur hiérarchique qui va pas cadrer suffisamment, un N-1, ou d'un manager qui va avancer seul sans considérer le rythme de son équipe, un N+1. Ce qui peut rendre la gestion et le management aussi des zèbres difficiles. Donc, les caractéristiques, si on devait les lister, pour reconnaître ou de repérer des zèbres, ben, l'hypersensibilité, l'hypersthésie, des comportements excessifs, une Qu'est-ce grande que c'est curiosité. hypersthésie? Qu'est-ce que c'est hypersthésie? Alors, l'hypersthésie, c'est quand on est, pour faire simple, euh, c'est quand on a euh, tu sais, c'est quand on est on importe des textiles et que notre peau, en fait, on reçoit bah, des grandes rougeurs. C'est quand on a Ouais, notre ok. peau et les capteurs de la peau où des vêtements vont nous gratter ou des vêtements D'accord. sont inconfortables. Ok? Donc Ah, ça, ok. et du coup, ça provoque des douleurs. Bah, ma D'accord. compagne, dès qu'elle fait son running et sa course à pied, les vêtements, ça frotte sur et elle a de l'hypersthésie et c'est insupportable. D'accord. La lumière, D'accord. pareil, la lumière, elle est envahissante et ça la gêne. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, j'en étais aussi à une observation développée, de la persévérance, il peut y avoir aussi du sens de l'humour, il y a aussi un grand sens de la justice et de l'équité. Hmm. Ça aussi, ça m'a joué Et des très très tours. jeune parfois. Oui, Hmm. oui, 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 très très jeune.
Moi, je sais un que sens de... j'avais un enfant qui était traumatisé par les conflits qu'il voyait à la télé, alors que c'est à un âge où normalement on perçoit Mhm. même pas en fait que c'est la Ouais, réalité. Ouais. ouais. Également, un grand respect des règles. Voilà, c'est rentrer, on aime respecter les règles. Et aussi un perfectionnisme qui peut être aussi accompagné d'une crainte de l'échec derrière. Donc, il y a une chose qui est importante aussi à dire, je pense, aux auditeurs. Concernant le haut potentiel, il n'y a que Oui. uniquement une évaluation, seule l'évaluation du potentiel par un psychologue et un test de QI, ça permet vraiment de détecter le haut potentiel. Ok, il y a Mm. que ça. Tous les autres tests ne sont caduques et aujourd'hui, il y a que ce test fait par un professionnel et un psychologue qui permet la détection du haut potentiel. Donc ça aussi, je souhaite. Donc, Oui. un haut potentiel et un zèbre, c'est la même chose, ou est-ce qu'on peut être zèbre sans être haut potentiel et vice versa? Parce que justement, c'est Ouais. ce que je te disais. Moi, j'ai pas forcément une définition très. Je suis pas sûr de ça en fait. Alors, en fait, le terme zèbre, il est vraiment propre à la France. Ok. Et c'est Ok. Jeanne Siaud-Fachin qui est une Ah oui. psychologue clinicienne, qui a en Mm. fait donné ce terme zèbre et qui regroupe les personnes au potentiel, les personnes hypersensibles, les personnes voilà. Donc il y a que en France où on parle de zèbre et du coup, Mm. je pense qu'en te donnant cette info-là, eh bien ça, du coup, ça englobe un petit peu toutes les catégories là que je viens de citer. Et c'est elle qui a vraiment donné ce terme en Mm. France de zèbre, qui regroupe aussi les hauts potentiels. Donc Mm. voilà, ce terme vient de là, ou cette dénomination, et je la reprends aujourd'hui aussi, mais ce terme vient d'elle. Ok. Ouais, bah, j'avais lu quelques-uns de ces bouquins, je me souviens Mhm. de ce nom, le nom que tu cites. Ouais. Ouais. Alors, Donc, ouais. juste par rapport à ces bouquins aussi, ils donnent des clés de compréhension vraiment intéressants. Et ouais, je vous encourage aussi à lire un de ces livres, c'est Je pense trop, comment canaliser ce mental trop envahissant, Mm. parce que dedans, il y a des clés aussi sympas. Donc, Mm. ça peut vous aider, allez-y. Et je me souviens d'un passage, je crois que c'est dans un de ses bouquins que j'ai vu ça, où elle disait que donc le QI peut se mesurer avec des Mhm. tests, euh, et elle indiquait que je crois qu'on considère que quelqu'un est, alors je sais pas si c'est le terme qu'on utilise encore, surdoué au-delà d'un QI Ouais, de 130. 130 ou quelque Oui, chose comme tout à ça, fait. mais que de 130 jusqu'à 170, oui, il est au potentiel, mais il a des schémas de raisonnement que même quelqu'un qui a moins de QI peut suivre parce que Mhm. il raisonne à peu près de la même manière, mais plus vite ou etc. etc. Et quand on franchit la barrière, je crois que c'est 170, là, ça devient des raisonnements qui sont quasiment impossibles à comprendre par quelqu'un d'autre, en fait, finalement. Et même le haut potentiel lui-même ne sait pas. Il dit, bah, la réponse, c'est ça, mais il a du mal à l'école, par exemple, à expliquer à son prof comment il est arrivé à trouver la solution avant tout le monde, parce qu'en fait, et c'est pas pour se moquer de son prof, c'est parce qu'il le sait Mhm. pas lui-même, et que Ouais, même quand il explique, on lui dit mais non, mais c'est pas comme ça. Ton truc il marche là, mais il marchera pas dans toutes les conditions, ou etc. etc. Je me souviens qu'il y avait ça m'avait fasciné ce truc-là de dire qu'à un certain stade, on passe dans une autre manière totalement de réfléchir qui est difficile à appréhender par les autres. ouais. Ouais, oui, tout à fait, où on est dans la surdouance, en fait, d'une certaine manière, et du coup, on est à une vitesse où on ne sait pas expliquer. Et, et ça, ce que tu dis est vrai, parce que euh, j'ai un adolescent à la maison qui est revenu en ayant
pas eu toutes les notes alors qu'il avait bon résultat, mais parce qu'il n'avait pas expliqué en fait sa démarche et le résultat alors qu'on lui demandait d'expliquer. Il avait le résultat qui était bon, mais il n'avait pas expliqué la démarche, donc il était abattu parce qu'il a eu une note de On s'est 16, dit, il a dû tricher. Et en fait, il avait le résultat, mais il va trop vite. Et du coup, il a le résultat, mais il n'a pas expliqué. Voilà, donc le but de l'exercice était aussi d'expliquer la démarche. Bah oui. Il allait straight to the point. fallait le dire dans la consigne. C'est ça. Et ce qui est marquant, c'est que même quand tu lui demandes d'expliquer, il t'explique et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment il a un schéma où tu te dis, c'est un schéma qui sort d'on ne sait où et qui est pas forcément reproductif. Enfin, c'est vraiment étrange. Hein. C'est vraiment... Tout à fait. Et il y a aussi une étude allemande qui est sortie que j'ai lue il y a pas longtemps, où ils avaient étudié les caractéristiques des chefs d'entreprise, donc leur motivation, etc. C'est une des seules vraiment études qui a été poussée assez fort et dont ils parlaient du QI et effectivement ils avaient repéré, je crois, que ça se situait souvent autour de, je crois, à nouveau de 130, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'était les chefs d'entreprise particulièrement performants qui réussissaient, etc. C'était pas forcément ceux qui avaient le plus haut QI, mais pas non plus ceux qui avaient un QI très bas. C'était localisé autour d'une espèce de données. Je crois que c'était 130, quelque chose comme ça. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Alors, pour en revenir à notre sujet, je suis zèbre, il est zèbre. Quel problème ça va poser au travail? Parce que tu as déjà évoqué un petit peu des problèmes que toi tu as eus, mais comment ça se passe, par exemple, en réunion? Comment ça se passe dans différents contextes? Peut-être quand on doit travailler en groupe, etc., etc. Est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu les problèmes qui seraient liés justement à cette caractéristique, le fait d'être zèbre? Je dirais que le zèbre, il va manifester un besoin intense de donner un sens à ce qu'il fait, parce que il n'aime pas les choses absurdes. Donc la notion traditionnelle de hiérarchie aussi, ça peut les mettre mal à l'aise, surtout lorsque c'est pas justifié. Et ça va engendrer une dissonance cognitive lorsque les instructions reçues semblent dénuées aussi de justification. Donc, conduire un zèbre à participer, par exemple, à une réunion dénuée de pertinence, ça expose à des réactions très particulières parce que, il va se déconnecter, se replier sur lui-même, voire même exprimer son mécontentement. En outre, les zèbres, ils peuvent ressentir le besoin d'explorer divers domaines simplement parce qu'ils sont intrinsèquement curieux. Donc, il faut interpréter ça comme une dispersion de leurs compétences. Ça, ce serait une erreur de gestion vraiment. Parce que l'ennui, ça s'installe rapidement s'ils sont pas stimulés dans leur poste. Donc, il est vraiment recommandé d'offrir la possibilité d'explorer divers domaines tout en les encourageant aussi à progresser rapidement et en autonomie sur des projets où ils ont une marge de manœuvre assez importante. Parce que la pensée en arborescence, ça signifie il est essentiel d'accorder temps et opportunité pour aller formuler les idées aussi. Et ces idées peuvent s'avérer aussi excellentes du fait de la capacité à aborder des problématiques complexes et à avoir des idées aussi nouvelles ou innovantes. Également, dans ce que tu demandais, le problème que ça peut poser au travail, ça peut être aussi une sensibilité au bruit. Si on est par exemple en open space sur un plateau de bureau, là, on peut être un petit peu moins productif. Ça, en tant que manager aussi, il est crucial de savoir détecter ça ou d'aller accepter et de respecter aussi cette particularité. Donc ça peut être quelques difficultés. Ce que ça peut poser au travail, le bruit. Voilà, ça peut être une des difficultés que je peux donner aussi. D'accord.
Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des... Comment on peut adapter son management? On en a un petit peu parlé, tu l'as un petit peu évoqué en disant qu'il faut laisser du temps, etc. Mais s'il y avait vraiment peut-être entre guillemets une liste de choses à faire pour commencer à adapter son management une fois qu'on a repéré que dans notre équipe on a quelqu'un qui correspond à la définition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à contribuer le mieux possible? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse en tant que manager, c'est que le zèbre, à la fois, il se sente bien dans son poste, mais surtout qu'il contribue soit au travail d'équipe, si c'est possible, ou en tout cas qu'il contribue au résultat de l'entreprise. Oui. Je dirais que le manager, il faut qu'il arrive à reconnaître et à aller valoriser les compétences en fait de son zèbre. Ouais. Parce que si on tente de restreindre les capacités en essayant de catégoriser, on va risquer aussi de le décourager. Donc ça, c'est des personnes qui vont pas rester dans l'entreprise. Il est vraiment essentiel d'aller reconnaître leur potentiel, leurs compétences. Donc ça demande d'aller lui confier aussi des missions qui sont adaptées, des projets qui vont nécessiter de la créativité, de la curiosité, des missions complexes où il y a besoin de cette vision globale et à 360, peut-être des projets d'audit qui vont couvrir plusieurs domaines dans l'entreprise ou alors de lui confier des tâches à aller entre services, qu'il ait vraiment l'impression comme sa pensée en arborescence, de faire du lien entre des services, de faire du lien entre des projets, de faire du lien, je sais pas, entre des fournisseurs, d'organisation peut-être ou de réorganisation d'équipe. Parce que son mode de pensée en arborescence lui permet justement d'appréhender des projets qui vont regrouper différentes et diverses problématiques. Donc ça passe aussi sa mise en avant de ses compétences par, je dirais, aller lui donner un peu de gratitude, des remerciements aussi, en fin de mission ou en fin de travaux ou en fin des promotions aussi. Il est sensible à de la reconnaissance, et un élargissement aussi ensuite, de le faire progresser et élargir les responsabilités. Aussi, bien sûr, comme il y a un besoin d'apprentissage en continu, parce que l'ennemi numéro 1, c'est l'ennui. On est tout le temps hyper connecté. La rapidité d'apprentissage assez rapide s'accompagne aussi d'une propension à se lasser rapidement. Donc, afin d'éviter l'ennui ou de la démotivation, il faut lui offrir, je dirais, des perspectives d'évolution, d'avancement qui sont aussi en accord avec lui, ses ambitions ou ses objectifs à titre perso, et de bien les cerner aussi, ça, et de voir éventuellement d'établir avec eux aussi des plans de carrière bien spécifiques, si c'est possible dans votre entreprise, parce que ça peut être un plan de carrière en interne ou voire même peut-être en externe, et ça peut être OK avec ça. Il peut être de passage et dans votre entreprise sur 1, 2 ou 3 ans. Il est là pour une mission, vous le savez, c'est clair avec lui. Mais pendant ces 3 ans, je peux vous dire qu'il sera votre meilleur allié pour la performance et développer votre boîte. Mais par contre, il faut vraiment aller détecter ça, communiquer beaucoup avec lui et d'aller vraiment définir en fait aussi ce cadre et ce type de mission et de formation éventuellement et d'évolution en interne. Peut-être que le fait de cadrer à la fois la mission et aussi de cadrer dans la durée, ça peut réduire son angoisse justement de se faire enfermer dans une case pendant longtemps. C'est peut-être des profils qui, quand ils font un choix, ils ont toujours l'impression que c'est un choix définitif. C'est-à-dire, ouais, mais si je vais là, en fait, ça y est, ma vie devient ça. Alors que quand on lui dit non, c'est ça pendant 1 an. Et t'as telle mission, et il faut que tu le fasses. Ça fait tomber l'angoisse peut-être aussi, ça. Ce genre je pense que ça, je pense que des entreprises le font. Moi, là où je suis passé, j'ai pas eu l'occasion d'avoir ça. Et donc, du coup, j'étais dans des cycles courts et je partais par moi-même parce qu'au bout d'un certain temps, ça correspondait plus.
Donc là, il faut vraiment, je dirais, un style de management qui est basé sur de la confiance, sur de l'échange. Et un management directif, bah, c'est à proscrire en fait. Et Ouais. de me dire moi ce que je dois faire ou ce que, etc. C'est très difficile. Donc il faut vraiment avoir un style de management qui est à la fois bienveillant et délégatif. Vraiment d'inclure l'autre et qui se sente au cœur de la machine ou au cœur du moteur. Mm. Euh, Ça, eh bien, c'est une approche qui va favoriser des collaborateurs qui vont être responsabilisés et aussi vous allez développer encore plus l'autonomie, en fait. Mm. Ça, c'est valable que ce soit zèbre ou non zèbre, hein, de toute façon, je pense. Euh, et comme ça, la personne va être capable d'avancer à son propre rythme sans avoir de la surveillance constante. Et ainsi, ben, il va aller exprimer vraiment son plein potentiel ou son potentiel émotionnel, intellectuel. Et ça va contribuer à son épanouissement aussi dans votre boîte et dans son environnement de travail. Et en même temps, ben, ça aura un impact sur le collectif tout autour. Mm. Euh, donc ça, il va y avoir de la cohésion d'équipe. Ça peut échouer aussi le management, je dirais, des zèbres en raison bah, du manager. Je vais revenir là-dessus Ouais. parce que encore une fois, manager une personne zèbre, c'est pas une tâche qui est aisée en raison du fonctionnement atypique et aussi de la tendance à sortir du cadre et de la forte créativité également qu'on peut avoir. Euh, bah, Par exemple, moi, depuis que j'ai lancé mon entreprise, je suis un autodidacte, j'ai créé mon site web, je fais mon marketing, je crée mon contenu, je me suis formé à toutes sortes de techniques. Ma créativité, elle a jamais été autant mise à contribution et avec quelque chose d'assez extraordinaire. Et bien ça, quand on est en entreprise, de laisser aller s'exprimer ça, c'est pas toujours facile quand on est un manager. Et donc là, je dirais que le manager, il faut qu'il aille établir une relation hiérarchique qui soit, je dirais, à l'horizontale pour le bien de l'équipe et de l'entreprise. Mhm. Le manager, il doit devenir plutôt un facilitateur plutôt qu'un Mm. chef, ok? Mm. Qu'il ait ce rôle-là. Donc ça, pour un manager, ça nécessite du leadership, une confiance aussi pratiquement. On doit faire confiance à l'autre. Vraiment, on lui confie un peu comme, je dirais, les clés du camion. De la bienveillance et aussi de l'empathie. Mm. Donc, pour aider aussi des managers, je dirais, dans cette position, ou si vous avez dans votre entreprise des personnes zèbres et que vous savez pas trop comment cadrer, je dirais qu'aussi un accompagnement personnalisé pour les personnes qui managent cette typologie ou d'avoir un angle et un accompagnement particulier à travers du coaching. Je dirais que ça peut être essentiel aussi pour préparer les managers à la bonne gestion de zèbres et à faire justement augmenter la performance et à optimiser la créativité, à utiliser l'émotivité, à utiliser Mm. l'intelligence, l'innovation de ces personnes. Ton observation, c'est que manager un zèbre, ça prend plus de temps au manager que de manager un non-zèbre, ou c'est plus une notion qualitative? Euh, Ça dépend des managers. Il y en a certains dans des entreprises qui vont les laisser Ouais, faire dans leur coin et avancer. Donc du coup, bah, je manage pas, ils se managent tout seuls. ouais, c'est ça. C'est Euh, ça en fait, c'est ouais, que on a vraiment c'est ça. l'impression, c'est un peu comme une voiture de course, quoi. Si tu arrives à bien l'exploiter, et à que les roues touchent tout le temps la route, tu vas aller très vite. Mais C'est si ça ça. touche plus la route, ça ira nulle part, voire ça Bah, ira ça pas va à aller dans le l'endroit. décor. Ouais, ouais, Ça va partir dans le décor ou ça va partir de l'entreprise en fait. Donc, ouais. euh, Mm. je pense que ça demande une sensibilité quand même particulière et une énergie particulière. Et on n'appréhende pas, encore une fois, hein, moi, si j'avais été à des moments dans ma carrière appréhendé de la bonne manière, ben, j'aurais Ouais, pas ensuite poursuivi vers d'autres choses. ouais. Donc, ça demande quand même un certain regard. Et ça,
bien des fois, que ce soit au niveau des ressources humaines de gros groupes, on le détecte pas toujours si on n'y est pas sensibilisé. Les managers qui sont un peu à l'écoute de ça, ou ça c'est quand même pas mal aussi démocratisé, si on peut dire ces termes-là, ou Ouais. l'approche. Euh, pff, ça, c'est même au niveau du grand public, je dirais, ça a pris. Je vais faire un peu plus large, mais avec la série HPI sur TF1, voilà, donc il y a eu de C'est ce que plus en j'allais plus. dire. Maintenant, il y a beaucoup de... Mhm. C'est rentré dans la culture populaire, quoi, vachement. C'est Hein. ça, mais du coup un peu trop, parce Mm. que du coup on en fait aussi trop, et beaucoup de gens vont aller Ouais. s'identifier, alors que pas spécialement quoi. Mais c'est tellement facile de se dire Mm. comme ça, ou c'est pour ça que là dans le podcast je souhaitais aussi donner pas mal d'éléments pour bien faire comprendre Mm. et s'identifier, et encore dire qu'il y a qu'un psychologue qui peut faire un test par rapport au potentiel. Après l'hypersensibilité, toutes les autres choses, là, c'est un autre pan. Mais voilà, pour le haut Mm. potentiel, encore une fois, il n'y a qu'un professionnel qui peut aller détecter ça. Mm. Et Euh, toi, dans ta pratique, tu accompagnes à la fois des zèbres pour les aider à gérer leur carrière en entreprise. oui, Est-ce que tu accompagnes aussi des managers qui oui. ont dans leurs équipes des zèbres pour justement leur fournir les outils et les coacher pour que eux-mêmes arrivent à bien coacher? Parce qu'en fait, quand tu parles du management d'un zèbre, ça ressemble fort à du coaching, en fait, finalement. Tout à fait. C'est-à-dire l'aider à se développer, mais à se développer dans un certain contexte qui est Mhm. celui de l'entreprise, et donc à l'avantage de l'entreprise, mais aussi de la personne, etc., etc. Toi, tu fais bien les deux? Oui, je fais les deux, et du coup, et j'ai accompagné même des dirigeants d'entreprises à justement mettre en place une certaine stratégie, à aller aussi détecter en fait dans leurs équipes les différents potentiels. Pour ça, il y a des outils que j'utilise et qui sont dédiés à ça. C'est pas moi qui vais le dire, mais c'est un outil aussi très précis qui va aller analyser les soft skills, qui va aller cartographier le leadership pour aller détecter justement dans les équipes le potentiel. Et une fois que le manager aura ces éléments-là, derrière, on va mettre en place un plan d'action pour aller, si c'est, je sais pas, développer son commerce, eh bien comment aller développer l'aspect commercial de son activité, quel canaux utiliser, etc. Donc après, avec les ressources qu'on aura identifiées en interne dans son entreprise, et d'utiliser les bonnes personnes au bon endroit par rapport à ce que on va optimiser en fait le potentiel dans l'entreprise et placer les bonnes ressources au bon endroit pour apporter le meilleur résultat. Et en même temps, les Ok. personnes comme ça se sentent bien valorisées et viennent aussi. C'est un peu bête, mais enfin non, c'est pas bête. Ils viennent avec le sourire aux lèvres le matin, quoi, parce que Ouais. on a redonné du sens. Et Hmm. beaucoup de personnes aussi sont dans une perte de sens aujourd'hui. Et ça, en repositionnant l'humain comme ça au centre de l'entreprise, on redonne du sens aux collaborateurs, on redonne du sens à l'entreprise et on crée aussi une nouvelle C'est clair. dynamique. Donc, et tout ça, c'est Hmm. un cercle vertueux qui permet à l'entreprise Hmm. aussi de mieux se positionner, de travailler aussi, pourquoi pas, et ça aide à améliorer sa marque employeur également, parce que on Hmm. va faire de la rétention aussi de talents, on va faire plutôt que les gens partent, on va aller miser et investir sur l'humain et sur les capacités de notre entreprise et de placer les personnes au bon endroit et là où la compétence est requise pour faire la tâche en étant le plus performant possible. Hmm. Ok. Bah écoute, Pierre Arnaud, mille merci pour toutes ces précisions, ces explications. On n'avait jamais fait d'épisode en fait sur les profils zèbres. Et D'accord. merci aussi d'avoir été justement en dehors des effets de la culture populaire, etc. Je trouve que tu as livré un portrait assez sensible en fait du profil zèbre, et en même temps, ce qui est quand même pas évident, et en même temps le remettant dans le contexte bien pragmatique et concret de l'entreprise, où on veut que ces personnes-là elles puissent délivrer la puissance qu'elles sont capables de délivrer dans l'intérêt de l'entreprise.
Et je te remercie pour ça. C'était vraiment hyper intéressant d'avoir cette vision. Et puis on sent que c'est vécu, quoi. On sent que tu le ressens et que tu l'as toi expérimenté, que tu l'expérimentes tous les jours. Et voilà, bravo pour je dirais la qualité et la clarté aussi de ce que tu nous as dit. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, passionnant. Moi, ça m'a fait plein de déclics sur des gens que je connais qui sont très proches ou qui sont dans le contexte professionnel. Et puis voilà, j'espère que ça vous a aussi donné la même impression à vous qui nous écoutez. Si on veut aller plus loin avec toi, on mettra quelque chose en description où il y a quelque chose de particulier à savoir. Eh bien, le nom de mon entreprise, c'est Puissance Z, Z comme les zèbres, forcément. Voilà, donc c'est www.puissancez.com et vous pouvez bien sûr me retrouver sur LinkedIn, sur Pierre Arnossi, vous tapez mon prénom et le nom et vous avez accès direct à mon agenda, à mon contenu, à ma newsletter, voilà, tout ce que je peux créer aujourd'hui, que ce soit pour des entreprises ou que ce soit pour des salariés, des cadres et des dirigeants. Génial. En plus, c'est vraiment de qualité, c'est vraiment intéressant. Et puis ton nom, il est facile, hein, c'est SY. Ça, c'est sympa quand on n'a pas une super mémoire des noms. Donc, je te remercie. Merci à toi, Cédric. C'était avec un grand plaisir. Merci. Salut. Et puis, à disposition des auditeurs et au plaisir d'échanger avec vous sur les différents contenus, que ce soit sur celui de Cédric ou même sur mon contenu également que je publie. Ça marche, super. Au revoir.